Alors je m'appelle Christophe Boltanski, je suis écrivain. J'ai publié mon premier roman en 2015 intitulé La Cache, qui raconte un huis clos, une famille assez foutraque, assez névrosée, qui a peur de tout et qui vit repliée dans un appartement parisien. Il y a une résonance avec le nouveau livre que je publie à la rentrée, Le Guetteur, qui raconte encore une fois une forme de huis clos. Il s'agit cette fois de ma mère, qui vit seule dans un appartement à Paris, qui se sent constamment observée, notamment par ses voisins, qui est convaincue que ses voisins se sont ligués contre elle. Et après son décès, moi et ma sœur vidons son appartement et nous trouvons une pochette qui contient des débuts de manuscrits, 5 textes qui sont des débuts de polar. Et l'un d'entre eux s'intitule justement Le Guetteur et raconte l'histoire d'un homme qui épie des femmes. Donc j'ai voulu en fait poursuivre son travail d'écriture et essayer de découvrir ce guetteur. Donc j'ai pris finalement sa folie au sérieux, et si ma mère n'a pas été guettée par ses voisins, elle l'a été par la police bien plus jeune, quand elle militait dans un groupe de Français qui soutenaient le FLN algérien à la fin de la guerre d'Algérie en 1961. En fait, il s'agit de 2 récits. Je me suis intéressé, j'ai voulu raconter ou explorer l'histoire de ma mère avant et après moi, avant ma naissance et après mon départ. Et donc finalement les 2 extrémités de sa vie d'adulte, celle de jeune étudiante activiste et celle d'une vieille dame solitaire à Paris. Et donc ce sont finalement 2 enquêtes qui s'entrecroisent, 2 histoires qui se répondent. Dans la première, le narrateur que je suis s'efface devant le personnage de ma mère, et dans le second récit, c'est elle qui a disparu et moi qui essaye de comprendre qui elle est et ce qu'elle a fait. Suis-je le seul à l'espionner? Je l'aperçois à travers la vitre embuée du café. Posée sur la banquette en sky jaune, droite comme une ballerine, elle écoute 2 garçons qui se font face. Fidèle à son habitude, elle fume une cigarette. Les volutes bleuâtres de sa gauloise nimbent les contours de son visage et l'amènent à plisser ses yeux bruns. Elle correspond aux photos que j'ai conservées d'elle, avec son attitude réservée, discrète, presque boudeuse, son pantalon pied de poule, sa marinière à rayures, ses souliers plats et sa frange longue lissée à droite, qui lui barre la vue et qu'elle s'évertue à repousser d'un bref battement de tête, elle paraît vouloir imiter une chanteuse yéyé à la mode, plus jeune de quelques années, dont elle partage le prénom. Ses compagnons, jambes étendues, épaules voûtées, affectent une allure plus décontractée, presque avachie. Manteau en boule, pile de livres et de journaux, ils s'étalent, ils prennent racine, comme si ce recoin plaqué de plastique stratifié leur appartenait. Le plus enjoué des 3 passe commande, fouille dans sa poche, compte ses sous, lève à nouveau la main, bredouille ce qui ressemble à des excuses. Après plusieurs allers-retours, le serveur à gilet revient avec une demi-portion de frites. Part réduite de moitié et petits soins, l'attitude du garçon à leur égard confirme leur statut d'habitué. De toute évidence, la fourchette, snack-bar franchouillard de la rue de l'école de médecine, constitue leur quartier général. Difficile à cet instant de définir la nature des liens qui les unissent. En revanche, leur occupation se devine aisément. Ce sont des étudiants en lettres, comme le dénote leur âge, leur mise affranchie, des codes vestimentaires de l'époque, leurs conditions économiques précaires sans être miséreuses, le quartier où ils évoluent, à mi-chemin entre le boulevard Saint-Michel et la place de l'Odéon, leur apparente oisiveté, le simple fait qu'ils soient là, dans un café, un après-midi de semaine, et non pas dans un bureau ou, pis, de l'autre côté de la Méditerranée, un uniforme sur le dos et la trouille au ventre.